Le marteau en bois flotte dans l'air comme un marteau au-dessus d'un clou. Le bras du juge Andrew est levé bien haut. Sa voix est grave et posée alors qu'il commence à prononcer les mots qui changeront une vie à jamais. Cynthia Johnson. Une porte claque. Toutes les têtes dans la salle d'audience se tournent d'un coup. Un homme maigre, vêtu d'un manteau brun en lambeaux, entre en trébuchant. Ses cheveux et sa barbe sont hirsutes et broussailleux. De la poussière s'accroche à ses manches. Sa poitrine se soulève et s'abaisse comme s'il avait couru depuis la rue. Ne la tuez pas. Elle est innocente, crie-t-il. Des murmures de surprise parcourent la foule comme des vagues. Le greffier laisse tomber son stylo. Une femme dans la galerie met la main sur sa bouche. Le marteau reste suspendu en l'air. Le juge Andrew cligne des yeux, choqué, et abaisse lentement son bras. L'homme brandit un vieux téléphone attaché avec un élastique. « Monseigneur, j'ai des preuves. » Silence. Même l'air semble cesser de bouger. Cynthia se tient dans le box des accusés, les mains tremblantes. Elle est belle, mais son visage est pâle de peur. Elle porte une robe noire simple et un foulard assorti. Des larmes brillent dans ses yeux. Elle est une PDG milliardaire. Et pourtant, en cet instant, elle ressemble à une petite fille égarée. Le juge Andrew se penche en avant. Qui êtes-vous et pourquoi ce tribunal devrait-il vous écouter? L'homme déglutit. Je m'appelle Samedi. Le juge l'observe un instant de plus, puis prend une décision inattendue. Laissez-le parler. La galerie s'enflamme de chuchotements. 2 officiers de justice sévères s'approchent de Sam, prêts à l'immobiliser s'il ment ou tente de s'enfuir. Sam garde les yeux fixés sur le juge. Monseigneur, dit Sam, la voix tremblante mais forte. Le matin où Johnson Jude est mort, j'étais dans l'immeuble inachevé de 2 étages à côté de leur manoir. Ce n'est pas une invention. Il baisse les yeux sur ses mains, puis les relève. Je sais ce qui s'est passé. Je l'ai vu. Le tribunal retient son souffle. Quelques heures plus tôt, la gosse s'était réveillée sous un ciel clair et le bruit des klaxons. À l'intérieur du manoir de Cynthia, la journée n'avait rien de lumineux. Cynthia se tenait dans la cuisine, un petit couteau à la main. Elle l'avait utilisé pour éplucher des oranges pour son mari, Johnson. Du jus brillait sur ses doigts. Ses yeux étaient rouges après une longue nuit. Les mots d'une dispute planaient encore dans l'air. « Tu m'as promis de l'honnêteté », avait-elle dit. « J'ai besoin d'honnêteté, Johnson. » Johnson passa une main sur sa tête. « Et je t'ai dit que je réglais ça. » Ils s'aimaient, mais le stress avait rongé leur patience. Pression professionnelle, rumeurs, gens qui souriaient en face et trahissaient dans l'ombre. L'entreprise de Cynthia avait grandi rapidement et en taille. Cela signifiait qu'elle avait des rivaux qui voulaient la voir chuter. Elle le savait. Elle ignorait simplement jusqu'où quelqu'un pourrait aller. La dispute s'apaisait, puis reprenait, comme des vagues frappant une plage. Enfin, Johnson recula. « On parlera plus tard », dit-il doucement. « Prenons une pause. » Cynthia hocha la tête, encore blessée, tenant toujours le petit couteau qu'elle avait utilisé pour les oranges. Elle gesticulait avec, mouvement brusque et apeuré, mais ne s'approchait pas. Johnson leva les 2 mains pour l'apaiser. Dehors, au-delà de la haute clôture, la vie suivait son cours. Un vendeur criait pour vendre du pain. Une moto vrombit. Et dans l'ossature d'un bâtiment inachevé à côté, un homme en manteau déchiré. Sam observait le monde depuis les ombres. Sam n'avait pas toujours été sans abri. Autrefois, il avait un bureau, un fauteuil stable. Il connaissait les ordinateurs, les caméras et les façons dont les gens cachent leurs actions. Mais quand la vie l'a frappé durement, tout ce qu'il possédait lui a glissé des mains comme du sable. Ce qu'il lui restait, c'était un esprit vif, un regard attentif et l'habitude de remarquer ce que les autres manquaient. Il avait dormi dans cet immeuble inachevé pendant 3 nuits. C'était près de la maison de Cynthia, donc près de la nourriture, des odeurs et du bruit des radios de sécurité. La plupart des nuits, Sam s'y sentait en sécurité. Mais ce matin-là, alors que le soleil montait plus haut, Sam perçut un bruit différent, un silence qui avait une forme. 2 hommes se glissèrent par la porte latérale du manoir. Ils se déplaçaient comme s'ils étaient chez eux, mais leurs yeux étaient trop perçants. L'un portait une casquette enfoncée bas. L'autre vérifiait son téléphone,
puis sa poche, puis son téléphone à nouveau. Ce n'étaient pas des livreurs. Ce n'étaient pas des invités. L'estomac de Sam se noua. Il sortit son vieux téléphone de sa poche. L'écran était fissuré en 3 endroits. L'indicateur de batterie était une fine ligne rouge, mais la caméra fonctionnait encore. Il appuya sur enregistrer. Dans la cuisine, Johnson se tourna vers la porte arrière en entendant un bruit. Il fit un pas. Les 2 hommes entrèrent rapidement. « Johnson !» cria Cynthia, se plaçant entre lui et les étrangers, car l'amour est étrange ainsi. Il vous pousse à agir avant que votre esprit ne réfléchisse. Tout devint sauvage et bruyant. Il y eut des cris, un éclat de métal, une lutte qui fit racler les chaises contre le sol. Les mains de Sam tremblaient en filmant, mais il gardait le téléphone levé, capturant les visages, les détails. L'homme à la casquette sortit une lame. L'autre donna un ordre. Johnson tenta de se défendre. Il était fort, mais le couteau était plus rapide. Trop rapide. Cynthia hurla. Les hommes la saisirent par les bras. Dans la panique, le petit couteau à fruits tomba de sa main. L'un des hommes le ramassa, le frotta dans le sang et le jeta près de Cynthia, effondrée, sanglotant sur son mari. Des sirènes hurlaient au loin. Les hommes s'enfuirent par où ils étaient venus. Sam continua de filmer jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Il savait ce qui arriverait ensuite. Les gens verraient Cynthia pleurer avec un couteau à côté d'elle. Ils verraient la colère du matin et construiraient une mauvaise histoire pour qu'elle corresponde à la réalité. Tout le monde sait à quelle vitesse une histoire peut se retourner contre les faibles, même quand la faible est une milliardaire. Alors Sam fit ce qu'il pouvait. Il sauvegarda la vidéo sur son vieux téléphone. Il se cacha. Et quand il entendit parler du procès, du verdict imminent, il décida d'utiliser la seule chose qu'il lui restait, la vérité qu'il avait enregistrée. Maintenant, dans la salle d'audience bondée, Sam termine de parler. Les assassins sont entrés, ont poignardé Johnson, ont traîné Cynthia, pris son petit couteau, l'ont frotté avec du sang, puis sont partis. Monseigneur, la police l'a trouvée en pleurs avec le couteau à côté d'elle. Personne ne l'a cru, mais j'ai la vidéo. Le visage du juge Andrew est grave. Vous prétendez avoir capturé cela sur ce téléphone? Oui, monseigneur. Sam lève l'appareil usé. Il semble trop fragile pour porter quelque chose d'aussi lourd. Le greffier s'avance précipitamment. Monseigneur, puis-je? Sur un signe du juge, le greffier prend le téléphone avec autant de soin que s'il s'agissait d'un oisillon. Il murmure avec l'officier de justice. Un câble apparaît. Une barre de progression avance sur un écran d'ordinateur. Les gens se penchent en avant. Les journalistes serrent leurs stylos. L'avocat de Cynthia ferme les yeux, puis les rouvre, n'osant espérer. Cynthia s'agrippe au bord du box, les jointures blanches, des larmes coulant sur ses joues. Pour la première fois depuis son arrestation, elle ressemble à quelqu'un qui voit le soleil après une longue nuit. Le juge Andrew s'éclaircit la gorge. Ce tribunal va visionner la vidéo. Le grand écran à l'avant de la salle s'allume. La première image est tremblante. Des poutres en béton, une vue déchiquetée à travers une fenêtre, et le vert vif d'un manguier dans un coin. L'horodatage clignote. L'angle change. C'est maintenant la porte arrière du manoir. Un silence profond s'installe, si intense que le léger bourdonnement du climatiseur résonne comme un tambour. « Jouez », dit le juge. La vidéo démarre. Les 2 hommes passent par la porte latérale, visage à moitié caché, mouvement rapide. Quelqu'un dans la galerie murmure « Qui sont-ils » Un autre répond « Chut ». Les hommes se rapprochent de la porte. L'un lève les yeux, et pendant une fraction de seconde, son visage est net. La caméra tremble, mais l'image est assez claire pour faire mal. Cynthia met la main sur sa bouche. Ses épaules tremblent. Les hommes font irruption dans la cuisine. Il y a du bruit. Une chaise racle. Johnson est courageux. Il essaie de les repousser. La lame brille. Cynthia hurle depuis le box. Un son lui échappe, un cri doux et brisé, comme si le souvenir se reproduisait là, devant tout le monde. Pause, dit le juge. L'écran se fige sur un visage. Un hoquet bruyant déchire la salle. Le visage est clair maintenant. Les yeux sont froids. La mâchoire est figée.
Dans la main du deuxième homme, un téléphone scintille sous la casquette. Une bouche se tord en un petit sourire cruel. Quelqu'un dans la galerie murmure un nom. Les officiers de justice se regardent. Les yeux du juge Andrew se plissent. Reconnaissez-vous ces hommes? Le greffier tâtonne avec la télécommande. Monseigneur, nous pouvons avancer l'image. Non, dit doucement le juge. Pas encore. Il se tourne vers Samedi. Si cette vidéo est réelle, vous avez fait une chose courageuse. Si elle ne l'est pas. Sa voix s'éteint. Tout le monde comprend le reste. Sam reste immobile. C'est réel, monseigneur. Le juge regarde Cynthia. Elle pleure ouvertement maintenant, mais il y a quelque chose de nouveau sur son visage. Ce n'est pas encore la victoire. C'est la petite lumière qui apparaît lorsque l'obscurité commence à se dissiper. Le juge tapote un doigt sur le banc. Une fois, deux fois. Le son est lent et lourd. Nous verrons l'enregistrement complet, dit-il enfin. Mais d'abord, je veux savoir. Les portes du tribunal s'ouvrent à nouveau. Un officier en uniforme entre, essoufflé, un bout de papier à la main. Il murmure au bailli, qui le transmet au juge. Le juge Andrew lit la note. Ses yeux s'écarquillent légèrement. Il lève les yeux vers la salle bondée, puis revient sur le visage figé à l'écran. Cela change tout, dit-il. Procédez, ordonne-t-il. Le doigt du greffier plane au-dessus du bouton de lecture. La galerie se penche en avant comme un seul homme. L'écran scintille, et le tribunal devient aussi silencieux qu'un cimetière. Tous les regards sont rivés sur l'image figée sur le grand écran. Les visages des assassins sont là, assez clairs pour que même le spectateur le plus éloigné puisse les voir. Cynthia s'agrippe à la balustrade en bois du box si fort que ses jointures blanchissent. Pour la première fois depuis le début de son procès, elle n'a pas peur de la mort. Elle a peur de l'espoir. L'espoir est dangereux. Il peut élever son esprit pour mieux l'écraser si les choses tournent mal. Le juge Andrew tapote le banc une fois, sa voix tranchant l'air lourd. Jouez la vidéo. L'officier informatique appuie sur le bouton. Le tribunal regarde les assassins faire irruption dans la cuisine de Cynthia. La voix de Johnson résonne, criant, luttant pour protéger sa maison. Le cri terrifié de Cynthia emplit la salle, résonnant dans les haut-parleurs. Puis vient le coup de couteau brutal, le sang, le chaos. La vidéo montre tout. Les assassins traînant Cynthia, le couteau tombant de sa main, la manière cruelle dont ils ont étalé le sang de Johnson dessus avant de le jeter à côté d'elle. Des exclamations éclatent. Une femme s'évanouit. Quelqu'un crie « Jésus », tandis qu'un autre murmure « Abomination ». Quand la vidéo se termine, l'écran devient noir. Le juge Andrew s'adosse à son siège, son visage indéchiffrable. Pendant un instant, on dirait que le poids de la gosse lui-même pèse sur le tribunal. Puis il parle, ce tribunal identifiera ces hommes. Le greffier s'avance, les mains tremblantes. Monseigneur, d'après cette image, ces hommes semblent être Jerry Hume et Mesha Okoye. Le tribunal explose en chaos. Les reporters griffonnent frénétiquement. Les spectateurs crient, et les beaux-parents de Cynthia, qui l'avaient accusée depuis le début, restent figés, la honte commençant déjà à brûler leurs joues. Le juge Andrew frappe son marteau. Bang! 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 À l'ordre! C'est encore mon tribunal. Le silence revient, seulement brisé par les sanglots étouffés de Cynthia. Ce soir-là, tandis que la ville bourdonne de ragots sur la révélation choquante, la police passe à l'action. Des avis de recherche pour Jerry et Mesha inondent la gosse. Les chaînes de télévision diffusent la vidéo en boucle. Les visages des assassins s'impriment dans tous les esprits à travers le Nigeria. Le lendemain matin, les gros titres hurlent, un sans-abri sauve une PDG milliardaire de la peine de mort. Cynthia Johnson, innocente, assassin en fuite. Mais le plus grand choc arrive avant midi. Jerry et Mesha sont capturés. Les deux hommes sont traînés au tribunal le lendemain, menottés, le visage dur mais effrayé. La galerie est pleine à craquer de gens impatients de voir ce qui va se passer. La voix du juge Andrew retentit. Vous êtes Jerry Hume et Mesha Okoye. Correct? Oui, monseigneur, marmonne Jerry. Avez-vous tué Johnson Jude?
Les lèvres de Jerry tremblent. Pendant un instant, il semble vouloir mentir. Mais Mécha craque en premier. Oui, monseigneur, pleure-t-il. Nous l'avons fait. Mais nous avons été envoyés. Le tribunal hoquette. Le juge Andrew se penche en avant, les yeux perçants. Par qui? La voix de Mécha tremble. Par Henry Obina. Le plus grand rival commercial de Cynthia. Le nom tombe dans le tribunal comme une pierre dans une eau calme. Des murmures tourbillonnent. Certains hoquettent, d'autres jurent à voix basse. Les genoux de Cynthia fléchissent. Elle manque de s'effondrer. Mais son avocat la soutient. Sam, debout à l'arrière, serre les poings. Il savait à quel point les affaires à Lagos pouvaient être sales. Mais tuer un homme et piéger sa femme, c'était au-delà de la cruauté. Le juge lève la main pour demander le silence. Amenez Henry Obina dans ce tribunal immédiatement. Ce soir-là, Cynthia est assise dans sa cellule, les mains tremblantes alors qu'elle murmure des prières. Elle pense à sa fille Amara, tenue à l'écart du tribunal pour la protéger. Elle pense à Johnson, le mari qu'elle aimait, maintenant parti pour toujours. Des larmes coulent sur ses joues. Elle ne sait pas si elle pleure de soulagement que la vérité émerge enfin, ou de chagrin qu'il ait fallu le sang de Johnson pour la révéler. Dans un coin de son esprit, un nom résonne encore et encore, Sam, l'homme sans abri qui a tout risqué pour la sauver. Elle se demande, pourquoi m'a-t-il aidé? Qui est-il vraiment? Le lendemain matin, le tribunal est si bondé que des gens se tiennent dehors pour entendre les voix étouffées de l'intérieur. Quand Henry Obina est amené, vêtu d'un costume bleu marine, le visage fier mais les yeux nerveusement fuyants, la foule siffle. Cynthia lève la tête. Pour la première fois, elle regarde son rival en face. Ses yeux brûlent de fureur et de douleur. La voix du juge Andrew tonne. Henry Obina, vous êtes accusé de complot pour meurtre et de tentative de faire accuser une femme innocente. Que plaidez-vous? Henry sourit narquoisement. Non coupable, monseigneur. Mais les preuves, la vidéo, les aveux des assassins, les dossiers de rivalité, tout s'accumule contre lui. Le procès ne fait que commencer, mais tout le monde dans cette salle ressent une tempête qui approche. Et tandis que Cynthia serre ses mains, des larmes brûlant ses yeux, une pensée la frappe comme un éclair. Sans Sam, elle serait déjà morte. Le juge frappe son marteau. Ce tribunal se réunira à nouveau demain. Henry Obina, Jerry Hume et Mécha Okoye resteront en détention jusqu'à nouvel ordre. Le marteau frappe encore. Bang! La foule explose de bruit, et quelque part à l'arrière, Sam se tient silencieusement, son vieux manteau pendant lâchement sur ses épaules, observant tout se dérouler. Il avait sauvé Cynthia une fois. Mais au fond de lui, il savait que la bataille ne faisait que commencer. Le tribunal de Lagos déborde. Des journalistes aux citoyens ordinaires, tous veulent assister au procès d'Henry Obina, le milliardaire puissant accusé d'avoir orchestré le meurtre de Johnson Jude. L'atmosphère est lourde, presque électrique, avec des chuchotements qui rebondissent comme des abeilles agitées. Cynthia est assise dans le box, ses poignets désormais libres des menottes. Pour la première fois depuis des mois, elle n'est pas traitée comme une criminelle. Pourtant, son cœur bat fort alors qu'elle fixe Henry, l'ancien rival de son mari. Il est assis dans le box des accusés, les épaules droites, le visage dur d'arrogance, comme convaincu que sa richesse et son influence peuvent encore le protéger de la justice. Mais derrière tout ce bruit et cette tension, un homme reste inaperçu. Samedi. Il se tient tranquillement à l'arrière dans son manteau brun en lambeaux, sa barbe broussailleuse, ses yeux portant des histoires que personne d'autre ne connaît. Les débats commencent avec le procureur appelant Emma et Jerry, les assassins, à la barre des témoins. Qui vous a ordonné de tuer Johnson Jude? Demande le procureur. Les deux hommes hésitent, remuant nerveusement, jusqu'à ce que Mécha pointe enfin Henry. C'était lui, monseigneur. Il nous a payés. Il a dit que Johnson devait disparaître et que sa femme devait être accusée. Le tribunal hoquette. Cynthia ferme les yeux, des larmes glissant sur ses joues. Henry se penche en avant, sa voix froide. Mensonge. Ils mentent contre moi pour se sauver eux-mêmes. Le juge lève la main pour demander l'ordre. Nous examinerons toutes les preuves. Alors que le procès s'éternise, l'avocat de Cynthia demande que Sam soit appelé à témoigner.
Toute la salle se tourne vers l'homme débraillé dans le coin. Beaucoup froncent les sourcils, certains ricanent même. Un sans-abri dans un tribunal rempli de milliardaires et d'avocats. Sam avance lentement, ses chaussures usées, ses pas incertains, mais ses yeux brûlent de conviction. Il se tient dans le box des témoins, lève la main et prête serment. « Indiquez votre nom », ordonne le greffier. « Je m'appelle Samuel Chukwudi », dit-il, sa voix ferme malgré les murmures. « Et votre profession ?» Sam hésite. « Autrefois, j'étais ingénieur logiciel. Aujourd'hui, je suis sans abri. » La foule hoquette à nouveau. La bouche de Cynthia s'ouvre. Le juge se penche en avant. « Ingénieur logiciel ? Expliquez-vous. » Sam hoche lentement la tête. J'ai travaillé pour l'une des plus grandes entreprises technologiques d'Abuja. J'avais une famille, une femme, une fille. Mais la corruption, la trahison et de fausses accusations m'ont ruiné. J'ai tout perdu. Depuis, je vis dans la rue, mais je n'ai jamais cessé d'observer. Je n'ai jamais cessé d'enregistrer ce que je voyais. C'est ainsi que j'ai filmé ces hommes tuant Johnson Jude. Le tribunal devient silencieux. Sam lève le vieux téléphone dans sa main. Ce téléphone a sauvé la vie de Cynthia. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas la première fois que je vois l'ombre d'Henry Obinna dans le sang. Tous les regards se tournent vers Henry, sa mâchoire se crispe. « Que voulez-vous dire ?» demande le juge, la voix tranchante. Sam prend une profonde inspiration. Sa voix tremble de douleur et de colère. « Il y a 5 ans, mon entreprise a dénoncé une fraude liée à l'une des entreprises d'Henry. Quelques semaines plus tard, ma maison a brûlé. Ma femme et ma fille sont mortes dans cet incendie. » Un cri échappe à Cynthia. Le tribunal explose. La voix de Sam se brise mais ne cède pas. Je n'avais plus rien. Seulement ce manteau, ce téléphone et la volonté de vivre. Alors, je me suis effacé, jusqu'à ce que je voie les mêmes hommes, Jerry et Mesha, s'introduire dans le manoir de Cynthia cette nuit-là. Je savais que je ne pouvais plus rester silencieux. Le juge frappe son marteau furieusement. Bang! 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 À l'ordre dans ce tribunal. Mais le mal est fait. La vérité est révélée. Sam n'est pas un simple sans-abri. C'est un homme brisé, portant des cicatrices. Et maintenant, ces cicatrices déchirent l'obscurité autour d'Henry Obinna. Henry brise enfin son silence. Il se lève, sa voix montant de colère. C'est de la folie. Cet homme est délirant. Il n'a aucune preuve me liant à sa prétendue tragédie. Monseigneur, ce n'est rien d'autre qu'une performance émotionnelle pour me discréditer. Les yeux de Sam rencontrent ceux d'Henry. Pas de peur, seulement du feu. J'ai peut-être tout perdu, mais j'ai encore la vérité, et elle est plus forte que votre argent. La galerie rugit d'approbation. Le juge rétablit l'ordre une fois de plus. Cynthia se retourne sur son siège, ses yeux fixés sur Samedi. Pour la première fois, elle voit non seulement un sauveur, mais un homme qui a saigné en silence, et qui a pourtant choisi de se battre pour la justice, même lorsqu'il n'avait plus rien. Et à cet instant, elle murmure pour elle-même, « Dieu l'a envoyé ». Mais au fond de lui, Sam sait quelque chose que Cynthia ignore. Henry Obinna ne tombera pas sans se battre. Il a des alliés puissants, des hommes dangereux vivant dans l'ombre. Le procès est loin d'être terminé. Et alors que Sam descend de la barre des témoins, un frisson le traverse. Il le sent dans ses os. Quelque chose de plus sombre arrive. Le lendemain matin, le tribunal de Lagos est plus bondé que jamais. Dehors, les officiers de police luttent pour contrôler la mer de personnes venues assister à l'affrontement. Les journalistes lèvent leurs caméras, prêts à capturer l'histoire en train de se faire. À l'intérieur, Cynthia est assise calmement, sa robe noire impeccable, son foulard bien ajusté, mais ses yeux agités. Elle prie à voix basse. À côté d'elle, son avocat murmure des encouragements. De l'autre côté de la salle, Sam s'appuie contre le mur dans son vieux manteau brun, observant en silence. Sur le banc des accusés, Henry Obinna ajuste son costume bleu marine et sourit narquoisement. Bien que ses complices aient été démasqués, il semble inébranlable. Il a un plan. Le juge frappe son marteau. La cour est en session. Procédez. L'avocat d'Henry, un homme grand et soigné nommé Barrister Okoro, se lève avec assurance.
Monseigneur, avant que ce tribunal ne condamne mon client, considérons une vérité. Une vidéo ne suffit pas. N'importe qui peut truquer une vidéo. N'importe qui peut payer des témoins pour mentir. Il se tourne brusquement, pointant Samedi. Et que voyons-nous ici? Un sans-abri, brisé, amer, et rempli de haine envers mon client. N'est-il pas le pion parfait pour piéger un homme innocent? Le tribunal hoquette. L'avocat de Cynthia se lève d'un bond. Objection, Monseigneur. Cette déclaration est une attaque contre la personne, pas une preuve. Mais l'avocat d'Henri continue, sa voix douce et autoritaire. Monseigneur, Samuel Chukwudi a admis avoir perdu sa femme et sa fille dans un incendie. Il prétend qu'Henri Obinna était derrière. Mais où est la preuve? Aucune. Au lieu de cela, il arrive avec un téléphone, un vieux téléphone suspect, et soudain, il contient la preuve miraculeuse qui innocente Cynthia. Cela ne sent-il pas la fabrication? La galerie éclate en murmures. Certains hochent la tête, d'autres secouent la leur. Les poings de Sam se serrent, son corps tremble de rage. Le juge fait taire la salle d'un coup sec de son marteau. À l'ordre. Le témoin doit se retenir. Sam s'avance, sa voix s'élevant avec passion. Monseigneur, je n'ai peut-être rien, mais je ne mentirai jamais devant Dieu. Ce téléphone contient la vérité. J'ai vu ces hommes tuer Johnson de mes propres yeux. Si vous doutez de moi, faites venir des experts médico-légaux. Testez la vidéo. Vérifiez le téléphone. Si c'est faux, alors qu'on me pende à la place de Cynthia. La foule hoquette. La main de Cynthia se porte à sa bouche. Des larmes coulent sur son visage. Le juge étudie Sam attentivement. Sa voix s'adoucit un instant. Vous êtes soit un menteur, soit l'homme le plus courageux à avoir mis les pieds dans ce tribunal. Mais Henri n'a pas fini. Il se penche en avant, sa voix portant dans toute la salle. Monseigneur, puis-je vous rappeler qui est Cynthia Johnson? Une femme d'affaires milliardaire qui a hérité de la richesse et du pouvoir. Elle a des ennemis, beaucoup. Pourquoi cela devrait-il être moi? Peut-être a-t-elle orchestré tout cela pour détourner l'attention de ses propres crimes. Cynthia se lève, furieuse. Mensonge. Mon mari était ma vie. Je n'aurais jamais. Silence dans le box. Aboie le juge. Cynthia se rassoit, tremblante, ses larmes tombant sur ses genoux. Puis vient le coup de théâtre. L'avocat d'Henri sort une pile de documents. Monseigneur, nous avons des relevés bancaires montrant des transferts mystérieux sur le compte de Samuel Chukwudi, totalisant 5 millions de Naira. Juste une semaine avant que la vidéo ne fasse surface. La galerie explose. Les reporters griffonnent frénétiquement. Cynthia se tourne vers Sam, choquée. Les yeux de Sam s'écarquillent. Ce n'est pas vrai, crie-t-il, sa voix se brisant. Je n'ai jamais reçu cet argent. L'avocat d'Henri sourit cruellement. Vraiment? Parce que les relevés disent le contraire. Peut-être que ce sans-abri n'est pas si pauvre après tout. Peut-être a-t-il été payé pour piéger mon client. Le tribunal est en chaos. Même Cynthia semble ébranlée, le doute vacillant dans ses yeux. Le juge frappe son marteau. Bang! 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 Ce tribunal est ajourné jusqu'à demain. Les relevés financiers doivent être vérifiés. Samuel Chukwudi, vous êtes désormais sous enquête pour possible conspiration. Cette nuit-là, Cynthia est assise seule dans sa cellule, son cœur déchiré en deux. Elle veut croire Samedi. Il a tout risqué pour la sauver. Mais ces documents, et si Henri avait raison? Pendant ce temps, Sam marche dans les rues froides de Lagos, son vieux téléphone serré dans la main. Il n'a ni maison ni lit, seulement sa détermination. Pour la première fois, il sent le monde se retourner contre lui. Il murmure pour lui-même, « Je ne peux pas les laisser gagner. » Pas encore. Mais dans l'ombre de la ville, les hommes d'Henri sont déjà en mouvement. Ils ont fabriqué de faux relevés, et maintenant ils préparent le coup final pour faire taire Sam à jamais. Le lendemain matin, le tribunal de Lagos ressemble à un champ de bataille. Des officiers de police armés gardent les entrées, contenant la foule rugissante. Les gros titres à travers le Nigeria crient à propos des prétendus transferts bancaires de Samedi. Pour beaucoup, le doute s'est insinué.
Cet homme sans abri est-il vraiment un héros ou juste un pion entre les mains des riches? À l'intérieur du tribunal, Cynthia est assise, pâle et fatiguée dans le box. Son cœur est divisé. Une partie d'elle fait encore confiance à Sam, mais une autre est hantée par ses relevés bancaires. Elle baisse la tête et murmure une prière silencieuse. Sam entre, escorté par des officiers. Son vieux manteau brun pend lâchement sur ses épaules frêles, sa barbe broussailleuse, ses yeux fatigués, mais il y a du feu en eux. Il sait que c'est sa dernière chance de blanchir son nom et celui de Cynthia. En face de lui, Henry Obina est assis, grand dans son costume bleu marine, un sourire confiant dansant sur ses lèvres. Il croit la victoire à portée de main. Le juge frappe son marteau. La cour est en session. La vérité sera révélée aujourd'hui. Le procureur appelle un témoin surprise, un jeune homme d'une vingtaine d'années vêtu d'une chemise simple et d'un pantalon. Ses mains tremblent alors qu'il prête serment. « Indiquez votre nom », dit le greffier. « Je m'appelle Victor. »« Victor Obina », balbutie-t-il. Le tribunal hoquette. Les yeux de Cynthia s'écarquillent. Même Sam se fige. Victor est le fils d'Henry Obina. La voix du juge tonne. « Vous êtes le fils de l'accusé ?»« Oui, monseigneur, » murmure Victor. « Mais je ne peux plus me taire. Mon père a tout planifié. » Le tribunal explose. La voix de Victor se brise alors qu'il continue. Il a engagé Jerry et Mesha pour tuer Johnson Jude. Il leur a ordonné de piéger Cynthia. Et quand Samuel a apporté la vérité, il a créé de faux relevés bancaires pour le détruire. Je sais, parce que c'est moi qui l'a forcé à falsifier ces documents pour lui. Le chaos envahit le tribunal. Les reporters crient. Les spectateurs hurlent. Cynthia met la main sur sa bouche, choquée, les larmes coulant librement. Sam s'agrippe à la balustrade en bois devant lui, submergé. Henry bondit sur ses pieds, furieux. Mensonge. Mon propre fils ment contre moi. C'est de la folie. Victor se tourne vers son père, les larmes aux yeux. Non, papa. La folie, c'est le sang sur tes mains. Je ne peux plus porter tes péchés. Le juge exige le silence. Des experts médico-légaux sont immédiatement appelés. En quelques heures, les relevés bancaires sont analysés. La vérité est indéniable. Les transferts sur le compte de Sam étaient faux, soigneusement manipulés par les hommes d'Henry. La voix du juge ébranle la salle. Ce tribunal déclare Henry Obina coupable de complot pour meurtre, d'obstruction à la justice et de tentative de piéger Cynthia Johnson et Samuel Chukwudi. Il est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le marteau frappe. Bang! 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 La galerie explose de cris de joie. Certains pleurent. D'autres crient des louanges. Cynthia tombe à genoux, sanglotant de soulagement. Sam baisse la tête, des larmes coulant sur son visage. Pour la première fois depuis des années, il se sent justifié. Une semaine plus tard, le gouverneur accorde à Cynthia une grâce totale. Elle est libre. Les caméras flashent alors qu'elle sort du tribunal, sa fille Amara courant dans ses bras. Cynthia la serre fort, ses larmes trempant les cheveux de la petite fille. À côté d'elle, Sam se tient maladroitement dans son vieux manteau, comme s'il n'était pas sûr d'avoir sa place dans ce moment de joie. Mais Cynthia tend la main et l'attire près d'elle. « Sam, » murmure-t-elle, la voix brisée. « Tu ne m'as pas seulement sauvé. Tu m'as redonné ma vie. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus sans abri. Tu es de la famille. » Les lèvres de Sam tremblent. Il veut parler, mais aucun mot ne vient. Il hoche simplement la tête, des larmes coulant sur ses joues poussiéreuses. Les caméras capturent la scène, une mère célibataire milliardaire serrant dans ses bras un homme brisé qui est devenu son sauveur. La nation regarde, émerveillée. Cette nuit-là, Cynthia invite Sam dans son manoir. Pour la première fois depuis des années, il dort dans un lit propre. Il reste éveillé longtemps, fixant le plafond, murmurant pour lui-même. « Chao, Ada, je n'ai pas pu vous sauver, mais aujourd'hui, j'ai sauvé quelqu'un d'autre. Peut-être que maintenant, je peux me reposer. » Dehors, Lagos bourdonne avec l'histoire du siècle. Les journaux l'appellent le héros sans abri. Des chansons sont écrites sur lui, et dans chaque cœur, une vérité résonne. La justice a enfin parlé. Si vous avez aimé cette histoire,
commentez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires captivantes.